Bonjour chers amis qui me suivez de plusieurs continents. Je vous salue, vous qui appréciez le travail que je fais et qui m'encouragez. Alors, j'ai commencé une série de vidéos sur les réactions de différents pays vis-à-vis de l'attitude ou plutôt de la politique hégémonique des États-Unis. Aujourd'hui, nous allons aborder l'attitude de la Chine, sa réaction vis-à-vis de l'impérialisme occidental. Là, j'étends ça. C'est par rapport aux faits historiques que je procède ainsi. Si vous ne connaissez pas les événements historiques des rapports entre la Chine et l'Occident, vous ne pourrez pas comprendre la politique de la Chine depuis quelques décennies. Vous ne pourrez pas comprendre ça. Donc, il nous faut remonter le temps, voir ce qui s'est passé, notamment au 19e siècle. Au début du 19e siècle, les pays occidentaux qui procèdent de la même façon que les chacals, quand ils viennent attaquer, ils viennent grouper, ils viennent nombreux attaquer une seule victime. C'est le système des canidés, des loups, des chacals, des hyènes. C'est leur système. C'est ce système-là que les Occidentaux utilisent. Et ils l'ont utilisé au 19e siècle contre la Chine. D'ailleurs, ils l'ont utilisé contre d'autres pays de l'Asie, contre le Japon, contre la Corée. Mais bon, je vais me focaliser sur la Chine. Quels étaient ces pays-là? L'Angleterre, la France, l'Allemagne, le Portugal, les États-Unis. Tous ces pays-là sont venus comme ça contre la Chine. Et qu'est-ce qu'ils demandaient? Ils demandaient à l'empereur chinois d'ouvrir ses ports au commerce. Et ceux qui étaient les plus incisifs sur la question, c'était les Anglais. C'était la puissance d'alors. L'empereur chinois a répondu à ceux-là que lui, là, son pays se suffit. Il dit son pays se suffit. Son pays n'a pas besoin de faire du commerce avec eux. D'ailleurs, son pays, par ce qu'on appelle la route de la soie, pratiquait déjà le commerce avec plusieurs régions alentours. Vous voyez? Donc, l'empereur chinois a dit que moi, je n'ai pas besoin de faire du commerce avec vous, les Européens. D'ailleurs, les Chinois trouvaient que les Européens n'étaient pas des gens civilisés. Ils n'avaient pas de bonnes manières. Ils n'étaient pas respectueux. Ils n'avaient pas de bonnes manières. Ils étaient comme des gens qui étaient mal éduqués. C'était ce que les Chinois pensaient des Occidentaux, des Européens en général. Est-ce que c'est faux? Bon, c'est à vous d'en juger. Vous, les Africains qu'ils ont maltraités et qu'ils continuent de mépriser. Et donc, ça a été la réponse de l'empereur de Chine par rapport à la demande du roi d'Angleterre. Mais qu'est-ce que tous ces pays ont commencé à faire? Même l'Italie même était dedans. Ils ont commencé à bombarder. Les villes chinoises. L'armée chinoise, au niveau du nombre, était une armée impressionnante. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire quand des gens sont au large sur leur navire et puis tirent des boulets de canon sur les villes chinoises? Mais l'empereur chinois ne pouvait rien faire. Alors, il a accepté d'ouvrir un port au commerce avec ces blancs-là, ces caucasiens-là. Et après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que non, qu'un port, ça ne suffit pas. Ils ont commencé à nouveau à bombarder la Chine. Non, ces gens-là,
Tu vois, toutes les histoires, ça fait du mal aux autres. Moi, en tant qu'historien, quand j'observe leurs relations avec les autres, vraiment, je suis étonné. Je suis étonné. Des gens qui manquent d'altérité. Excusez-moi. Donc, ils ont commencé à bombarder à nouveau les villes chinoises. Et l'empereur chinois a ouvert 5 ports à leur commerce. Il dit, bon, l'empereur chinois dit, bon, voilà, ces 5 ports-là, vous pouvez y faire du commerce. Mais après, ils ont trouvé que ce n'était pas suffisant. Ils ont recommencé à bombarder les villes chinoises. Bon, l'empereur chinois a dit, bon, écoutez, voilà mon empire qui est là, mon territoire qui est là. Allez-y faire du commerce où vous voulez. Et c'est ce qui s'est passé. Pour qu'ils arrêtent les bombardements sauvages des villes chinoises pour tuer leurs habitants. Et qui parlent aujourd'hui de droits de l'homme. Devant le trône de Dieu, Dieu a vu tous les crimes qu'ils commettent depuis qu'ils sont entrés en contact avec les autres. D'ailleurs, ils ont commencé entre eux-mêmes d'abord. Hein? C'est ce comportement criminel-là. Et donc, ils ont commencé à faire... Mais qu'est-ce qu'ils avaient à proposer aux Chinois? C'était des cotonnades, c'est-à-dire des tissus en coton. Mais les Chinois ont ri. Ils ont dit, mais nous avons des tissus en soie. Nous nous habillons avec des habits en soie. C'est bien plus joli et puis c'est plus valorisant que vos cotonnades que vous nous envoyez là. Qu'est-ce que vous voulez que nous y fassions? Donc, les Européens, les États-Unis étaient dedans. Hein? Bon, quand il dit occidentaux, je veux dire ceux qui viennent de l'Ouest, entre guillemets. De toute façon, les États-Unis, ils ont une façade vers le Pacifique. Ils ont une façade qui donne sur l'océan Pacifique. Donc, ils se sont rendus compte que la balance commerciale était déficitaire pour eux. C'était déficitaire pour eux, les Européens et États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? D'après eux, pour équilibrer la balance commerciale. Je dis tout ça là pour que vous compreniez quelle est l'attitude de la Chine vis-à-vis de ces pays occidentaux-là. Ces faits historiques que je retrace là, c'est pour que vous compreniez. Alors, les Anglais ont eu l'idée d'aller planter du pavot. Ils ont fait des milliers d'hectares de pavot en Inde, au Pakistan. Bon, avant, c'était tout ça, c'était les colonies. Bon, aujourd'hui, on parle de Pakistan, mais sinon, avant, c'était toutes les colonies d'ailleurs qu'ils ont appelé le joyau de la couronne. Parce qu'ils gagnaient beaucoup de biens là-bas. Même, vous voyez la couronne de la famille royale d'Angleterre, beaucoup de ces pierres précieuses-là, ça vient de l'Inde. Beaucoup de pierres précieuses qui ornent leur carrosse, leur couronne, etc. Ça vient de l'Inde. C'est à cause ça qu'ils ont appelé l'Inde le joyau de la couronne. Et donc, ils sont allés planter du pavot. Et avec le pavot, on fait de l'opium. Et ils ont commencé à produire de l'opium. Donc, ceux-là, ces pays occidentaux-là, ce sont les premiers trafiquants de drogue de l'univers sur la terre ici. Ils ont été les premiers trafiquants de drogue. Aujourd'hui, c'est eux qui disent qu'ils luttent contre la drogue. Si vous ne connaissez pas leur histoire, non. Vous allez leur donner le ciel sans confession. Puisqu'ils disent qu'ils pratiquent la démocratie, ils respectent les droits de l'homme, etc. Des flatteries diaboliques, en fait. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent maintenant vendre l'opium là en Chine. Mais l'empereur, sachant que l'opium, la drogue, c'est mauvais pour son peuple, il a pris un décret impérial qui interdit la production et la commercialisation de l'opium dans son empire. Alors que font ces pays-là maintenant? Ils s'emparent de certaines villes chinoises. Ils s'emparent, écoutez-moi bien, ils s'emparent de certaines villes chinoises. Et dans ces villes chinoises-là, ils balaient l'autorité de l'empereur et puis eux-mêmes, ils instaurent leur propre autorité. C'est ce qu'on a appelé l'extraterritorialité. Je répète, c'est ce qu'on a appelé l'extraterritorialité.
dont le cas le plus emblématique est Hong Kong. Hong Kong, c'était une zone d'extraterritorialité de l'Angleterre. Vous savez à quel moment ils ont rétrocédé ça? À la Chine. Macao était une zone d'extraterritorialité du Portugal. Donc, ils avaient des zones d'extraterritorialité comme ça, des villes chinoises qu'ils contrôlaient, où ils ouvraient des fumoirs pour vendre l'opium aux Chinois et faire des Chinois des drogués. Et l'empereur ne pouvait rien. Quand il a voulu s'opposer, il y a eu ce qu'on a appelé la guerre de l'opium. Il y a eu la guerre de l'opium. Et la Chine a été vaincue. Et la Chine a été obligée de signer un traité qui leur laisse le champ libre pour vendre leur drogue dans les zones d'extraterritorialité qu'ils contrôlaient. Pour eux, c'était une façon d'équilibrer la balance commerciale avec la Chine. Vous comprenez? Toute cette humiliation que la Chine a subie, tout cet impérialisme que la Chine a subi. Maintenant, quand, dans les années, bon, je ne parle même pas de l'invasion militaire du Japon qui a été vraiment un épisode encore douloureux pour la Chine, criminel pour la Chine. Bon. Et puis maintenant, quand il a fallu lutter pour le pouvoir entre les communistes de Mao Zedong et puis ceux qu'on a appelés les nationalistes de Chiang Kai-shek, notamment ceux du parti Kuomintang, qui à l'époque anciennement a été créé par Sun Yat-sen, qui est un leader chinois qui avait lutté pour instaurer la République en lieu et place de l'Empire. Parce que la dernière dynastie Qin, ça a été la dernière dynastie qui était d'origine mandchoue. Ils sont d'origine mandchoue, qui est une minorité en Chine. C'est comme ça. Donc le dernier empereur était un enfant d'à peine 5 ou 6 ans qu'on appelait Puyi. Donc c'est ce qui s'est passé. Et donc, en 1949, finalement, les communistes ont gagné la guerre. Ils ont gagné la guerre. Et les nationalistes du Kuomintang sont allés se réfugier sur l'île Formose, où ils vont créer Taïwan. Mais les communistes étaient prêts à débarquer sur l'île Formose pour vaincre les nationalistes du Kuomintang. Mais qui a empêché cela? Ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui ont envoyé les navires de guerre pour empêcher que les communistes chinois n'aillent conquérir l'île de Formose pour chasser les nationalistes du Kuomintang. Vous voyez? Toutes ces humiliations-là, la Chine a subi ça. Mais en quoi est-ce que les États-Unis sont concernés par l'affaire? Mais comme ils pratiquaient ce qu'ils appelaient la politique du containment, après 1945, la politique du containment notamment qui a été mise en place par le président Truman, qui n'était pas un vrai homme. On dit Truman, ça veut dire vrai homme. Oh, il n'était pas un vrai homme. C'était un diablotin même. Parce que c'est lui qui a fait bombarder à l'arme atomique les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. C'est lui qui a fait ça. Mais son état-major lui a dit, mais on peut vaincre le Japon sans avoir à utiliser cette arme-là. Mais il voulait montrer que lui, il a cette arme-là. Voilà. Il a tué des milliers de civils. Même pas, ce n'était pas des villes, ce n'était pas des cibles militaires. Voilà. Et donc, c'est ainsi que la Chine populaire s'est développée. Et puis maintenant, Taïwan aussi est devenue une république qu'on appelle la République de Taïwan. Et vous savez actuellement ce qui se passe. Vous savez les provocations des États-Unis. Voilà. À propos de Taïwan. Mais Taïwan, la Chine populaire a toujours fait en sorte qu'on reconnaisse qu'il n'y a qu'une seule Chine. Il n'y en a pas deux. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, peut-être 15 ans maintenant, ou 20 ans, bon, peut-être un peu moins, le Burkina Faso, c'était Taïwan que le Burkina Faso reconnaissait. Mais le Burkina Faso, par réel politique, a reconnu que non. La Chine, il y a une seule Chine, c'est la Chine populaire. Vous comprenez? Et maintenant, que décide la Chine? Elle veut devenir une puissance telle que plus aucun pays n'osera l'attaquer ou la soumettre. De quelque manière que ce soit. Par rapport à tout ce qu'elle a subi, dont je viens de
de vous faire le déroulé. Et comme elle a une population, déjà, dans les années, au XXe siècle, qui faisait presque 1 milliard, les entreprises occidentales se sont ruées là-bas. Mais 1 milliard de consommateurs, vous imaginez? Même si vous avez pu vendre votre production, même à 300 millions, 400 millions, c'est un bénéfice énorme. Mais qu'est-ce que le gouvernement chinois a dit à ces entreprises-là? Il dit, si vous venez pour vous installer en Chine, il faut qu'il y ait un transfert de technologie. Sinon, je ne vous permets pas de vous installer. Il faut qu'il y ait un transfert de technologie. C'est pour ça que quand je regarde nos dirigeants africains, là, quand je vois leur attitude, ça me fait mal. Ils ne peuvent pas s'unir pour faire ces exigences-là vis-à-vis de ces pays occidentaux. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu un transfert de technologie. Beaucoup d'entreprises occidentales se sont installées en Chine. Ça a été comme ça. Et chaque fois, ces entreprises, par rapport à leur connaissance, par rapport à leur technologie, étaient obligées de faire un transfert de technologie. Donc, les Chinois ont commencé à se former, à avoir cette connaissance de la technologie de ces entreprises, ces multinationales occidentales qui s'installaient en Chine. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et les Chinois eux-mêmes ont commencé à développer leurs entreprises. Bon, au départ, c'était un communisme pur et dur, mais avec Deng Xiaoping qui a dit qu'importe qu'un chat soit gris ou noir, l'essentiel est qu'il puisse s'emparer de souris. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils se sont ouverts aux entreprises occidentales. Vous voyez? Et eux-mêmes, ils ont commencé à créer des entreprises qui faisaient du business, d'une forme de libéralisme, mais sous un contrôle étroit de l'État chinois. C'est ce que la Chine a fait. Et puis maintenant, elle a commencé à développer son armement. La Chine a commencé à développer son armement, développer son économie, développer son armement. C'est comme ça. Et son armée est devenue une armée puissante. Puisque la Chine a une population de près de 1 milliard 350 millions, voire 1 milliard 400 millions. Donc, il peut mobiliser facilement même une armée de 10 millions de combattants. Et maintenant, ils ont commencé à développer leur industrie militaire. Ils ont une industrie militaire colossale. Mais quand récemment, des dirigeants américains ont commencé à déclarer que la Chine est leur adversaire et que la Russie aussi est leur adversaire, mais ces deux pays-là ont commencé à coopérer, non seulement au plan économique, mais aussi au plan militaire. Puisque les Russes avaient mis au point un missile capable d'atteindre même les satellites qui orbitent autour de la Terre. Le premier essai qu'ils ont fait croire que l'un de leurs satellites, c'est la Russie qui a fait ça, ils ont fait croire que l'un de leurs satellites est obsolète. Et de la Terre, avec précision, ils ont visé leur satellite qui a été détruit. Ils ont passé cette technologie-là aux Chinois. Et les Chinois aussi ont fait la même chose. Ils ont prétendu qu'un de leurs satellites est obsolète, et puis de la Terre, ils ont tiré, et puis ils ont détruit leur satellite. C'est un message indirect aux Occidentaux pour dire quoi? Surtout aux États-Unis. Ils disent, mais nous, on sait que toi, tu es incapable de faire la guerre si tu n'as pas des informations satellitaires. Si tu n'as pas des informations satellitaires qui viennent de tes satellites, tu ne peux pas faire la guerre au sol ici. Mais nous, là, comme tu déclares que nous sommes tes ennemis, là, nous te montrons que nous sommes capables de détruire tes satellites en haut là-bas. Et puis maintenant, en bas ici, maintenant, là, on va voir qui a mis l'eau dans le coco. Et la Chine a fait ça. Maintenant, les sanctions contre la Russie, est-ce que la Chine respecte ça? La Chine ne respecte même pas ça. Il y a une zone où il y a le port de Novgorod, je crois, si je prononce bien. Je ne sais pas si c'est Belgorod ou Novgorod. Qui était d'ailleurs même une zone anciennement qui appartenait à la Chine, mais dont la Russie s'est emparée. Vous voyez, dont la Russie s'est emparée. Mais aujourd'hui, la Russie permet à nouveau à la Chine d'utiliser ce port-là entièrement. Utiliser entièrement ce port-là. La Russie permet ça. La Russie permet ça. Et la Chine fait sortir ses navires de guerre pour pratiquement encercler Taïwan. Pour dire aux États-Unis, si nous, on veut nous emparer
de Taïwan. Toi, tu ne peux rien faire contre nous. C'est un message. Mais ils sont patients parce qu'ils savent que ce sont les frères. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on le voit dans le cas de l'Ukraine. Mais Poutine, c'est un modéré, en fait. C'est un modéré. Sinon, les autres, là, ils demandaient à Poutine même de faire comme ce que les États-Unis font. C'est-à-dire un carpet bombing, c'est-à-dire bombarder, c'est-à-dire qu'on appelle ça un bombardement de tapis, c'est-à-dire qu'on cible une zone et puis on bombarde tout l'espace. Et quand c'est comme ça, il y a beaucoup de civils qui meurent. Vous comprenez? Et maintenant, qu'est-ce que la Chine décide maintenant? Elle décide de la politique économique qu'elle a appelée la nouvelle route de la soie. Il y avait eu l'ancienne route de la soie, où elle faisait le commerce avec l'Inde, la Birmanie, le Vietnam, enfin, le Laos, etc., Singapour. Mais maintenant, elle ouvre maintenant une nouvelle ère économique qu'elle a appelée la nouvelle route de la soie. Et elle ne passe pas forcément par la mer, non, 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 par la terre. Elle fait des trains pour pouvoir transporter des marchandises. Donc aujourd'hui, là, vous pouvez rester à Pékin en train jusqu'à même aller à Berlin. C'est les Chinois qui font ça. Et c'est pour ça qu'ils veulent développer les infrastructures pour pouvoir commercer aisément avec les autres. Mais il y a des présidents africains qui ne comprennent pas ça. Ils savent se mêler des rapports je peux dire, d'influence entre la Chine et puis les pays occidentaux. Mais les pays occidentaux, là, ils ont fait quoi pour vous? Ils vous ont esclavagisé, ils vous ont colonisé, ils ne vous considèrent même pas comme des êtres humains. Et puis vous êtes là, comme des chiens, et puis vous les suivez. Alors que la Chine propose des choses très... C'est beaucoup plus intéressant ce que la Chine propose avec la nouvelle route de la soie pour développer le commerce entre les nations. Et aujourd'hui, la Chine même ne le dit pas, mais la Chine est la première puissance économique mondiale. Ce ne sont pas les États-Unis, c'est fini. Ce n'est plus les États-Unis, je vous le dis, chers frères. C'est la Chine. Mais les États-Unis sont endettés, le gouvernement américain est endetté. Et puis, ils utilisent trop la planche à billets, ils font du dollar. Finalement, le dollar, là, ça ne vaut rien parce que ça ne reposerait pas sur l'économie réelle. Et comme le dollar était la monnaie, alors la seule monnaie, je peux dire, des transactions internationales, donc ils se permettaient de tirer comme ça des billets, d'utiliser la planche à billets, faire des billets de dollars, etc. Mais maintenant que la Chine dit non, maintenant elle va commercer. Parce que, quel a été le précédent? Quand ils se sont emparés des actifs de dollars de la Russie à cause de la guerre en Ukraine, les autres pays se sont dit, mais tiens, mais ils peuvent faire ça contre nous. Surtout que déjà, ils appliquent des sanctions contre 40 pays. C'est comme ça que la Chine, qui avait le plus de bons du trésor des États-Unis. Donc, ça dit que les États-Unis même sont endettés auprès de la Chine. Les États-Unis sont endettés auprès de la Chine, je vous le dis. Alors, ils ont commencé à vendre leurs dollars, ils ont commencé à se libérer de leurs dollars. C'est ce que la Chine a fait. En peu de temps, elle a vendu des milliers de dollars américains. Maintenant, elle commerce en yuan. Même l'Arabie Saoudite dit qu'elle va vendre son pétrole en yuan. Beaucoup de pays maintenant commencent à commercer en yuan. Et d'ailleurs, comme elle est dans les BRICS, cette organisation, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, bon voilà, eux-mêmes, ils ont créé leur monnaie. Ils ont créé leur banque. Et ils vont créer une monnaie à eux, qui va être utilisée au plan international. La Chine est dans ce projet-là. D'ailleurs, la banque des BRICS est où? C'est à Shanghai. La banque des BRICS est à Shanghai. Donc en Chine. Vous voyez. Donc, la Chine, c'est la vraie puissance. Et elle ne se laissera plus dominer. Voilà. Hong Kong est revenu en Chine. Macao est revenu en Chine. Voilà, tranquillement. Quelquefois, les gens veulent pousser des gens de choses. Hong Kong a se rebeller contre la Chine. Non. La Chine a dit, bon, un seul pays, deux systèmes. Voilà. Un seul pays, deux systèmes. Mais ils mettent en place leurs hommes. Voilà, ils mettent en place leurs hommes. C'est ce que la Chine populaire fait. Pour ne pas que les Occidentaux puissent manipuler les Hongkongais pour provoquer encore des troubles. Voilà. D'ailleurs, on a vu les événements de la place Tiananmen. Beaucoup de ces étudiants, etc., ont été manipulés par les services secrets des États-Unis. Et beaucoup même, les leaders ont fait quoi? Ils ont fui, ils sont allés soit en Angleterre, soit aux États-Unis. Les leaders là.
Hein, quand il y a eu cet événement à la place Tiananmen, ils ont fui, ils sont allés pour la plupart aux États-Unis ou en Angleterre. Donc voilà un peu résumé la nouvelle politique chinoise. Mais elle est tellement humble, bon, qu'elle ne se dit même pas la première puissance économique mondiale. Quelquefois, elle ose dire qu'elle est un pays en voie de développement, un pays émergent. Vous comprenez? Mais c'est la première puissance économique mondiale, c'est clair. Et puis eux là, ils ne se mêlent pas des affaires intérieures des pays comme les Occidentaux le font. Non, non, non. Ils ne se mêlent pas de vos affaires intérieures. Ça, c'est votre affaire. Et ils viennent pour faire du business. C'est tout. Et malgré le cinéma de la France-Afrique, mais même beaucoup de pays qui se disent soumis au dictat de la France font beaucoup plus de commerce aujourd'hui avec la Chine qu'avec la France. Hein. Beaucoup de pays font plus de commerce avec la Chine qu'avec la France. C'est ça les faits. Voilà. Bon, je vous remercie. J'en suis déjà à presque 26 minutes. Donc, je vais vous montrer maintenant. Là, ce sera, je vais intituler ça, la Chine face à l'impérialisme occidental. Je ne vais pas mettre seulement face à la politique hégémonique des États-Unis, mais face à l'impérialisme occidental. Je vous remercie. Je suis le professeur Ralou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët, université qui est à Abidjan, à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.